Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Après, on dit souvent l'adage, quand on veut, on peut. Les gens me disent tous, mais Maxime, t'es un grand malade, tu fais des études, tu dois passer ton diplôme, t'as une thèse à rédiger, tu te balades sur les championnats du monde, tu t'entraînes au club. Et pourtant, je pense que je suis dans un état d'esprit un peu particulier parce que pour moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est naturel. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que visiblement je fais à peu près bien. Voilà, tout le monde me dit, Maxime, mais t'es un grand malade, il y a un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Bah, moi, mon choix, ça a été de faire les deux et de trouver un équilibre. Alors, comment parler de ma rencontre avec mon invité du jour ? C'est tout simplement le garçon d'honneur du mariage de mon frère. On s'est vu pour cette occasion-là, donc il y a 2 ans à peu près, et c'est bien plus tard que j'ai découvert son niveau sportif. C'est un athlète passionné loin de ce qu'on appelle le haut niveau. Il pratique le Vo Vinam Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien considéré comme sport amateur chez nous. Dans les faits, Maxime, il a rien d'un sportif amateur parce qu'il cumule son métier et sa passion sportive. Il participe aux championnats du monde, aux championnats d'Europe et il entraîne aussi à ses heures perdues, comme s'il avait encore du temps. Donc je suis très très fière de te faire découvrir aujourd'hui un sport et un athlète hors du commun. Je suis avec Maxime Chung dans Tribune et Podium. Bonjour Maxime. Bonjour Solène. Je suis ravie que tu sois là avec moi. Et pour commencer, je veux que tu te présentes sans me parler de sport. J'ai 31 ans et je suis dentiste. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part que j'aime la vie, j'aime le sport et que je suis très heureux d'être ton invité aujourd'hui. Maintenant, je veux bien que tu me fasses une phrase pour me parler de ton sport, donc que j'ai cité juste avant. Une phrase, ça va être léger. C'est un sport qui est méconnu et c'est un sport vietnamien pour être même un peu plus généraliste. C'est un art martial qui est assez moderne dans sa création puisqu'il date des années 20-40 dans son édition initiale. Et ce sport a pour objectif en fait de réunir une multitude de sports vietnamiens sous une seule bannière. Et c'est un sport qui du coup est par conséquent très riche et très complet. On y trouve plein de techniques différentes, des techniques de self-défense, des techniques de frappe. On peut faire du combat. On a beaucoup de techniques assez caractéristiques puisque elles sont assez acrobatiques, impressionnantes. Et c'est surtout pour ces techniques-là qu'on est connu aujourd'hui dans notre version moderne entre guillemets. Et donc moi, je mettrai évidemment des vidéos pour que les gens puissent voir à quoi ressemble ce sport, donc sur Insta notamment. Mais c'est hyper chorégraphique en fait. Oui, notre particularité, c'est d'avoir des catégories artistiques, entre guillemets, un peu comme ce qui se passe en gymnastique. On a beaucoup d'épreuves techniques sur lesquelles on est évalué. On crée une chorégraphie de combat avec des techniques codifiées qui vont être plus ou moins mélangées, adaptées et avec un rendu plus ou moins artistique. Sur les compétitions, en général, on est noté sur ses prestations selon plusieurs critères. La prestation, la prestance, le charisme, la justesse technique et ce genre de choses-là, avec un score qui est donné et qui donne un résultat à la fin. Je fais vraiment un point complet pour qu'on comprenne ce que tu fais avant d'aller un peu plus en détail sur ton histoire à toi. Ouais, Mais bien c'est sûr. un sport en équipe parce que tu pourrais pas chorégraphier des combats en solo, quoi. Alors oui, c'est un peu quelque chose d'assez paradoxal, puisqu'un art martial, on a plutôt tendance à imaginer le côté développement personnel, développement de la technique ou ce genre de choses-là. Mais dans notre art martial, on valorise beaucoup tout ce qui concerne le travail en équipe. Donc on a des combats qui sont chorégraphiés à plusieurs. Typiquement, une des épreuves phares de notre discipline se pratique à 4, avec des techniques qui s'enchaînent avec une certaine cadence assez soutenue, avec beaucoup de techniques très précises et très rapides. Et c'est ce qui, je pense, fait un peu la spécificité de notre art martial, en plus de toutes les techniques individuelles classiques qu'on peut retrouver comme le kata ou ce genre de choses-là. Comment tu découvres cette discipline-là ? Alors je découvre cette discipline comme beaucoup d'enfants qui démarrent le sport avec l'école ou ce genre de choses-là. J'avais pour habitude, pour l'anecdote, de me faire un petit peu embêter en maternelle. Mes parents voulaient m'inscrire dans un sport où je pouvais prendre confiance en moi et
et apprendre un petit peu à me défendre. On fait le tour un peu des associations de la ville et je découvre ce sport au détour d'une démonstration en début d'année, comme beaucoup de gens commencent les sports. J'ai rencontré des personnes ce sport qui m'a piqué ma curiosité. J'ai commencé, j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre parce que voilà, c'était pas forcément, j'étais un garçon plutôt timide à l'époque, mais voilà, j'ai commencé, j'ai développé un peu mes techniques, j'ai commencé mes premières compétitions et de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et j'ai plus jamais arrêté après. Et donc, comment se passe ton premier entraînement? Est-ce que tu t'en souviens, ce que tu ressens quand tu arrives dans cette salle? Ouais. J'ai pas envie de dire dojo parce que j'imagine que c'est que pour le judo, mais dans cette salle avec tout ce monde. Alors c'est très étonnant parce qu'en fait, je me rappelle très bien de mon premier jour. En tout cas, j'ai des images, des flashbacks et vraiment les émotions que je ressentais ce jour-là. Et pourtant, j'étais très petit, donc c'est assez étonnant. Mais je me rappelle d'une grande salle parce qu'on pratiquait ça dans un gymnase, le gymnase des Sapins à Roissy-en-Brie. Ce gymnase qui, au premier abord, n'a aucun lien avec les arts martiaux, mais avec des tapis qui étaient éparpillés un petit peu dans la salle. Et je me souviens être arrivé, j'étais pas arrivé dans les premiers. Il y a une grande rangée de grands gaillards prêts à en découdre, entre guillemets. Et moi, je venais d'arriver, j'étais parmi les plus jeunes. Je longe la file pour aller mettre tout au bout, puisque c'est là où vont se placer en général les débutants. Et donc, je me rappelle être passé derrière ces grands gaillards en attendant le salut du maître. Il y avait vraiment un sentiment assez solennel, puisqu'à chaque début d'entraînement pour les arts martiaux, en général, il y a le traditionnel salut. Et je venais d'arriver, je ne comprenais pas encore très bien ce qui m'arrivait. Mais voilà, j'ai suivi cette ligne, j'étais très impressionné, un peu stressé, donc voilà. Et en même temps, très curieux de voir ce qui allait se passer après, puisque j'ai découvert beaucoup de personnalités assez marquantes pendant ces entraînements-là. Et à l'issue de ce premier entraînement, j'avais un sentiment assez mitigé, parce que très concrètement, j'avais jamais pratiqué de sport avant, j'avais jamais pratiqué d'arts martiaux, j'avais 6 ans, et là, je suis arrivé dans une salle avec que des grands costauds qui savaient ce qu'ils faisaient, etc. Donc un premier a priori assez mitigé, et c'était sans compter sur la persévérance de mes parents qui m'ont forcé à continuer un petit peu, et ça m'a permis de découvrir petit à petit cette discipline, et c'était une rigueur qui après ne m'a plus jamais quitté. Il fallait concrétiser ce que tu avais découvert en démonstration, parce que j'imagine en plus, à le premier entraînement, tu n'as même pas pu vraiment pratiquer, faire une chorégraphie vraiment aboutie, donc ils ont peut-être bien fait d'insister. Oui, bah c'est, je pense, la première leçon des arts martiaux, je pense, et même dans la plupart des sports, c'est que pouvoir aboutir à des techniques maîtrisées, des choses un peu impressionnantes, ou en tout cas atteindre son objectif, c'est quand même un objet de patience, c'est quand même beaucoup de travail, c'est de la persévérance, etc. Et c'est vrai que dès le début, on se met dans le bain, parce que quand on voit une démonstration avec des chorégraphies assez impressionnantes, des acrobaties dans tous les sens, des coups de pied levés au-dessus de la tête, etc., on comprend très vite quand on commence les entraînements que le chemin est long. Et c'est vrai que plus d'une fois, on se décourage. Mais bon, voilà, quand on obtient les premiers résultats, quand on obtient les premières progressions, quand on fait nos premières compétitions, on se rend compte que le jeu en vaut la chandelle après. Et c'est ce que j'ai appris plus tard. Et justement, cette première compétition, tu peux nous raconter, parce que ça a quand même marqué quelque chose en toi, dans ta pratique et dans ce que tu as ressenti aussi ce jour-là. C'était un vrai tournant. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, au début, j'avais quand même des premiers a priori un peu difficiles parce que c'était pas un milieu que j'affectionnais particulièrement. Ma première compétition, je crois que je l'ai fait, oui, j'ai participé au bout de la 3e année de pratique. Je pense vraiment qu'il y a eu un tournant à ce moment-là, parce que je crois me rappeler que sur la première épreuve que j'ai présentée, donc à ce niveau-là, en général, on fait des présentations individuelles, ce qui ressemble à des katas au karaté, par exemple. Je me rappelle être arrivé 4e, qui est toujours une place assez frustrante. La médaille en chocolat. Et donc je pense que voilà, je pense que j'ai connu en fait ma première grosse frustration sportive à ce moment-là. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un déclic qui se passe où bah soit on se dit ok, c'est pas trop pour moi et finalement voilà, eux c'est les meilleurs, etc. Je me suis découvert un côté un peu hargneux où je me suis dit mais en fait 4e ça ne me satisfait pas. Et je pense que j'attendais après plus que ça, de pouvoir retourner en compétition et d'essayer de retrouver ces 3 personnes et de me dire non, je pense que je peux y arriver. Et ça a vraiment été le premier déclic de la compétition et je me rappelle très bien l'année d'après avoir gravi un peu un échelon supplémentaire. Je suis arrivé 2e. Là, il y a une petite fierté. On se dit ok, si je travaille, il y a des résultats, c'est motivant, c'est stimulant. Bah allons-y, on va voir jusqu'où je peux aller. Et je pense que de fil en aiguille, la compétition ne m'a plus jamais quitté. C'est devenu vraiment un art de vivre, quoi. Et t'as réussi à battre ces 3 personnes qui étaient arrivées devant toi? Oui, parce qu'en fait, comme c'est un petit milieu, on finit par se connaître, donc on pratique avec ces gens-là pendant un certain nombre d'années. Et effectivement, ces rivalités perdurent, etc. Et
Alors je les ai pas battus tout de suite. Des fois je les ai battus, des fois ils sont revenus, etc. Et je pense que ça entretient la compétition et ça nous force chacun à devenir un peu meilleur. J'avoue que j'ai perdu le compte depuis, mais ce qui Mm. compte c'est de se retrouver et de pouvoir à chaque fois se confronter. C'est ça qui est intéressant. Il y a un événement aussi quand tu es assez jeune qui marque la suite de ta carrière, c'est en 2007, c'est le Festival international des arts martiaux. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui se passe et pourquoi ça a eu quand même un gros, enfin il y a eu un gros déclic pour toi après ça? En 2007, je pratique déjà depuis presque 5-6 ans, donc je suis quand même bien installé en compétition. Je commence à être beaucoup plus à l'aise avec ce que je pratique et je suis dans un club, je me rends compte au fur et à mesure du temps, un club très performant, très dynamique, très jeune, avec beaucoup d'idées novatrices, avec des profs assez modernes entre guillemets dans l'esprit des arts martiaux. Et Johan Leleu, qui était mon maître à l'époque, était très investi dans la vie associative du club et se voit proposer de faire des démonstrations. Et de fil en aiguille, on fait plusieurs shows avec lui. Il monte une équipe d'enfants qu'il considère un peu doués techniquement. Et au fur et à mesure des années, cette équipe devient de plus en plus performante. Et il rencontre quelqu'un du magazine Karaté Bushido qui organise justement ce festival international à l'époque. Et se voit proposer une place pendant ce festival, qui est quand même un événement majeur pour toutes les personnes qui connaissent les arts martiaux à cette époque-là, qui était vraiment, on va dire, à son prime de popularité. Mm. Cet événement se passe à Paris-Bercy, qui est quand même une salle assez impressionnante. Ouais. Et on était pour la première fois une équipe d'enfants à participer à un festival international comme ça d'arts martiaux et en plus dans une discipline qui était quand même franchement méconnue. Donc là, l'opportunité est saisie. Nous, on était jeunes, donc on savait pas très bien ce qui se passait, mais au fur et à mesure de la préparation, on se rend bien compte que les enjeux sont quand même différents. On s'entraîne beaucoup plus tôt que ce qu'on a l'habitude de faire avant chaque événement. On travaille un format qui est quand même franchement différent de la compétition, puisque là, le but, c'est vraiment faire un show impressionnant, de divertir, de faire un spectacle et en même temps de montrer le caractère martial de ce qu'on fait. Ouais, un événement très marquant. Et comment il se passe ce show à Paris-Bercy devant peut-être des milliers de personnes? Quand on connaît la salle, c'est probable. Je pense que je me trompe pas sur le nombre de personnes. Ouais, alors on n'a pas les chiffres exacts, Mm. mais à ce moment-là, quand on nous en parle, tout le monde nous dit mais c'est incroyable, tu vas participer à Bercy, sauf que du haut de mes 13 ans, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer en Mm. réalité. Mais c'est vrai qu'on en entend parler de plus en plus. Et au fur et à mesure que l'échéance approche, on nous entend ouais 10 000 spectateurs, 20 000 spectateurs, 30 000 spectateurs, et bien en plus il y aura la télé. Et là, franchement, on commence à comprendre qu'on est sur quelque chose de Mm. vraiment très important. Comment ça se passe? En fait, le format était très court, c'est 3 minutes de show, sauf que mon maître, Yohan Leleu, était quelqu'un qui adorait l'art martial et qui voulait absolument à tout prix montrer ce dont on était capable. Donc le but, c'était en 3 minutes de donner un show le plus complet possible et le plus divertissant possible et le plus performant possible. Donc à un rythme assez intense et effréné. Et c'est vraiment, quand on regarde avec un peu de recul, 3 minutes sur un show qui dure 1h45, c'est franchement rien. Et pourtant, pour nous, ça a vraiment été l'expérience d'une vie, quoi. Mm. 3 minutes sur lesquelles on a tout donné, on a pu se montrer et on a pu, entre guillemets, réaliser quelque chose d'exceptionnel. Une dizaine d'enfants sur les tapis du Palais Omnisphere de Bercy, tout seul à pouvoir représenter toute une discipline, c'est quand même quelque chose Ouais. qu'on n'oublie pas. C'est à la fois une sacrée pression sur vos épaules et en même temps une expérience dingue à vivre pour vous, quoi. Étonnamment, la pression, on l'a pas trop senti dans la préparation parce que Johan Leleu, mon maître, avait quand même cette faculté de rendre tout hyper agréable sous forme de jeu et sous forme de challenge, entre guillemets. Donc je pense qu'il a su nous amener là-dedans sans nous montrer les côtés un peu stressants, pression. Et je pense que c'était d'autant plus facile qu'on était des enfants et que notre seul but était de nous amuser, de Mm. kiffer, etc. Et je pense comme on n'avait pas justement tous ces enjeux en tête, je pense qu'on a pu d'autant plus profiter de l'expérience, effectivement. Et aujourd'hui, avec du recul, quel regard tu as sur toi de 13 ans au milieu de Bercy pour faire un show Honnêtement, quand je regarde la vidéo, maintenant que j'ai un peu progressé dans mon art martial, etc., je me rends compte que j'étais peut-être pas si impressionnant que ça quand je regarde. Mais c'est vrai que pour nous qui étions dedans avec notre jeune âge, etc., c'était quand même quelque chose qu'on s'imaginait vraiment être les meilleurs du monde à ce Mm. moment-là. Parce que voilà, on a un sport inconnu, on fait des choses que personne ne connaît, donc forcément on a un caractère un peu spécial. J'ai eu la chance de pouvoir participer à d'autres éditions de ce festival-là, où effectivement on a monté d'un cran d'un point de vue exigence, on a essayé de rendre des choses encore plus impressionnantes, etc. Et je pense on a réussi à faire des choses assez belles. Mais c'est vrai, c'est vraiment cette première édition qui, je pense, a marqué mon esprit parce que
Le caractère nouveau, le caractère challenge, le caractère enfant et émerveillement a vraiment beaucoup influencé cette expérience-là. On passe d'un simple inconnu à celui qui a fait un passage à Bercy. C'est hyper gratifiant parce qu'on a travaillé pour, on s'est beaucoup investi, on aime ce qu'on fait et ça donne vraiment ce caractère un peu ok, en fait, je fais quelque chose de spécial, mais dans le sens positif. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas dans le commun des mortels. Je fais quelque chose où ça me permet de participer à des événements assez exceptionnels. Je fais un sport qui est original. Les gens me posent des questions. J'ai envie de leur expliquer ce que je fais, ce que j'aime. Je partage ma passion. Ça fait grandir, hein, je pense, émotionnellement parlant, parce qu'en fait, on valorise ce qu'on fait et ça nous rend fiers. Ça donne beaucoup de confiance en soi. Et moi, à partir de ce moment-là, ce jour-là, j'ai compris que j'étais hyper content de faire ce sport parce que justement, c'est un sport que pas comme les autres. C'est le mien. C'est vraiment devenu quasiment une partie de mon identité, quoi. Ouais. Mais vraiment, quand je dis que c'est devenu une vraie identité, c'est-à-dire que ça m'a suivi vraiment toute ma vie, dans toutes les étapes de ma vie, puisque j'ai commencé très jeune. J'ai grandi au collège, on me disait ouais, ah c'est Maxime, mais tu sais que ce mec il est champion des champions de France de ci, de ça, de machin. En fait, en réalité, on n'est pas très nombreux en compétition. Donc j'ai envie de dire par rapport malgré tout, dans les pas très nombreux, t'es le meilleur. Voilà, dans les pas très nombreux, voilà, j'ai été plusieurs fois le meilleur. Mais c'est vrai qu'on grandit avec cette étiquette entre guillemets de ouais. Il fait des arts martiaux, machin, il fait partie de ce club-là. Et comme on était un club assez populaire en plus, pour le coup, dans notre ville, on était quand même relativement connu. On devient presque connu au collège, on arrive au lycée, les profs disent ah mais c'est vous qui faites ce sport-là, assez original, parce qu'en plus ça marque les esprits. C'est un sport que personne connaît, donc si un jour quelqu'un en entend parler, hop, tout de suite ça révèle. Donc toute ma scolarité ça m'a suivi. Dans le début de mon monde professionnel ça m'a suivi aussi, puisque quand on prend un job étudiant et que sur la ligne, il y a marqué champion de France en Vovina Bievdao, bah ça intrigue. Surtout que dans les CV, en 18 ans, on n'est pas hyper fourni. Donc forcément, en fait, beaucoup de sujets dans ma vie ont tourné autour de ça. Collège, lycée, je passais plus de 10 heures, 11 heures par semaine au club. Je fais tous les championnats. Je suis hyper compétitif, je m'entraîne, je forme des équipes, je commence à enseigner aussi. Donc je suis hyper investi. Je mêle ma vie d'étudiant avec le sport et je fais le choix en terminale de m'orienter vers des études médicales puisque je fais des études dentaires ensuite. Ça me prend du temps, c'est à Paris, j'ai beaucoup moins de temps de m'entraîner, donc je m'absente un peu des tapis pendant certains temps. Forcément, je tire un peu un trait sur ma carrière sportive en Vovinam dans le sens où je suis arrivé à un niveau, je pense, le plus haut où j'étais en terminale et d'un coup, je ne participe plus du tout aux compétitions quasiment. Donc c'est un vrai déchirement pour moi et en même temps, bah voilà, je peux pas vivre de ce sport ni de ma passion, même si j'adorerais. Et il faut que je trouve autre chose pour pouvoir vivre. Grosse frustration, je commence les études, je suis toujours assez proche du club puisque j'arrive toujours à faire un petit tour, à aller voir les copains, etc. Mais j'avance dans les études, je vois certains de mes amis qui participent à leur premier championnat du monde en 2013. J'ai été invité à participer aux sélections, mais vu que j'étais dans les études, j'avais des concours et ce genre de choses-là, j'ai dû renoncer. Et donc, du coup, voilà, grosse frustration pendant les études. Je reste assez proche. Tu sais, à ce moment-là, quand tu t'éloignes pour les études, que c'est qu'un temps. T'as déjà en tête que tu vas y retourner et pas que c'est un arrêt définitif et puis on verra bien si tu reprends un sport un jour, quoi. De ce point de vue-là, je me suis beaucoup posé la question en réalité. Okay. J'avais toujours ce sentiment qu'effectivement, ça fait vraiment partie de moi, donc je me voyais mal vivre sans. Et en même temps, je faisais des études médicales, je savais pas où est-ce que j'allais atterrir après, je savais pas si j'allais réussir, je savais pas. Donc il y avait beaucoup d'inconnus. Et je pense que c'est plus ça qui était frustrant, c'est de se dire voilà, moi j'ai envie d'y retourner, je suis toujours à côté, mais je sais pas de quoi est fait le futur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vers la fin de mes études, mon maître Johan Leleu décide de quitter le club parce que voilà, pour des raisons personnelles, il doit quitter le club. Et moi, j'ai pas encore fini mes études et il savait que j'étais encore dans le coin. Il m'a dit voilà, je sais que c'est un peu compliqué pour toi, mais est-ce que tu es capable de reprendre le club? Et là, grosse décision. Je me dis attends, moi ça fait un moment que je suis plus très compétitif, je suis dans les études. Bon, j'ai bientôt fini certes, mais quand même, enfin, je sais pas où est-ce que je vais être l'année prochaine, quoi. Oui, puis t'as jamais entraîné. Et alors si j'avais déjà beaucoup assisté et entraîné avec lui à l'époque. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a fait confiance, c'est qu'en fait j'ai toujours été assez présent malgré mes études, etc. Je reprends un peu le club sur le fil avec certains de mes camarades. Et dans la foulée, vu que je suis plus présent au club, je reprends un tout petit peu la voie de la compétition, mais plus presque à titre d'exemple, puisque du coup je suis pas aussi performant que quand je l'étais au lycée ou ce genre de choses-là. Donc je participe parce que j'ai mes camarades qui participent, parce que j'ai des élèves, j'ai envie de montrer l'exemple, j'ai envie de faire revivre un petit peu le club, et que comme les études se terminent, j'arrive à m'arranger un peu pour pouvoir reprendre le fil entre guillemets. En 2019, il se trouve que je gagne une épreuve avec des camarades sur une épreuve par équipe.
je suis appelé à participer aux sélections et du coup à ce championnat du monde. Donc c'est assez paradoxal parce que j'ai toujours dit que j'étais très compétitif et pourtant je n'ai jamais participé au championnat du monde avant mes 25 ans, quoi. Ce qui est quand même relativement tard quand on fait beaucoup de compétitions finalement. Mais voilà, les études se faisant, c'était en 25 ans que je participe à mes premiers championnats du monde. Ces championnats du monde m'intriguent dès le départ parce que on a eu quelques difficultés d'organisation puisque le championnat du monde a été décalé plusieurs fois et il m'intrigue d'une autre manière parce qu'en fait il se passe au Cambodge et il se trouve que ma famille est originaire du Cambodge. Ça pique mon intérêt d'autant plus. Je me dis attends, c'est un championnat du monde, voilà, s'il y a un championnat du monde auquel je veux participer, c'est celui-là. Tu avais jamais été toi au Cambodge? J'avais déjà été, mais j'étais jeune, j'étais ado, enfin j'y suis avec mes parents, pas du tout dans le même contexte. Là j'ai 25 ans, j'ai l'opportunité de partir pour une compétition avec des camarades. Expérience d'une vie. Donc je saute sur l'occasion, je dis oui, et finalement je suis pris dans l'équipe. Et à ce moment-là, je suis encore je dois jongler entre, je dois tenir le club, je dois partir en compétition, et je suis en train de finir mes études. Donc voilà, la réponse était spontanée, c'était oui, j'avais envie de le faire, et toutes les questions sont arrivées après, en mode comment je fais, comment machin, etc. Mais je pouvais pas laisser passer l'opportunité. Donc là, pour le coup, je saisis l'opportunité et je m'organise, je m'entraîne et on part à ce championnat du monde au Cambodge en 2019, qui a été ma première expérience vraiment sur les championnats du monde. Et comment ça se passe justement parce que tu vas avec deux projets, on va dire. Il y a le projet compétition et puis il y a le projet Cambodge, l'histoire familiale qui va avec. Parce que bien sûr, toi, t'as vécu en France et t'es français, il y a aucun doute là-dessus, mais il y a quand même une histoire familiale qui joue, quoi. Et elle a joué un rôle en fait dans cette participation au championnat du monde parce que moi je pars, je connais un peu le Cambodge, je pars avec 4-5 de mes camarades qui eux n'ont jamais vécu le Cambodge, donc forcément pour eux je fais office de référence, quoi. Alors que concrètement, voilà, je suis un peu le guide touristique. Alors que concrètement, je parle 4 mots cambodgiens grosso modo, hein, et que ma famille cambodgienne, je les ai pas vus depuis au moins 5-6 ans, quoi, même 10 ans, je crois, pour le dernier voyage d'avant. Donc je pars avec ce côté un petit peu, je suis censé être celui qui connaît le mieux, mais en même temps, j'y connais pas grand-chose. Ma mère m'a un peu aidé parce que du coup, elle m'a donné un contact. On avait un peu de famille là-bas, et il m'a permis de les contacter, etc. Sauf que les Cambodgiens sont pas forcément très forts en anglais, donc la communication est un peu difficile. Moi, j'essaie de ressortir des vieux souvenirs de mon cambodgien que j'avais pratiqué un petit peu à l'adolescence. Et du coup, effectivement, j'arrive à l'aéroport au Cambodge. C'est une tante qui m'accueille. Elle accueille mes camarades. Elle était adorable. Nos premiers jours, je les passe avec eux et c'est vrai que c'est une vraie expérience d'autant plus parce que pour le coup, on vit chez l'habitant, enfin on va rencontrer les habitants, ils nous emmènent manger avec eux et pour le coup, on est vraiment en immersion totale dès le départ et j'emmène mes camarades, je leur fais découvrir un peu la chose et je pense que ce qui est d'autant plus plaisant, c'est de partager ce genre d'expérience avec ses camarades, ses amis et ses proches. Et je pense que ça nous a permis aussi de nous mettre bien dans le bain, de nous acclimater parce que c'est quand même un climat qui est quand même très différent. On est sur un climat qui est tropical, il fait chaud et donc du coup c'est important de se sentir à l'aise pour être performant sur le tapis derrière. Et je pense que elle a contribué à la sérénité de mon équipe puisqu'en fait on s'est senti un peu comme chez nous finalement. Quand la compétition démarre, comment ça se passe pour vous une fois que vous êtes bien acclimaté, il y a la compétition qui va démarrer, quoi. La compétition va démarrer et en fait, au bout de 2-3 jours, donc c'est bien acclimaté, on rejoint le reste de l'équipe de France parce qu'on n'est pas partis tous ensemble en même temps. On rejoint le reste de l'équipe de France et il y a beaucoup d'incertitudes à ce moment-là parce qu'en fait, c'était un championnat qui avait eu quelques difficultés d'organisation et nous aussi, on a eu quelques difficultés d'organisation dans notre préparation. Donc, on arrive au championnat, enfin en tout cas sur les lieux du championnat, avec beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu? Est-ce qu'on va pouvoir participer comme on voulait? C'est la première fois qu'on le fait, donc comment ça fonctionne? Vers qui se tourner? Qui sont les référents? Voilà, on est noyé dans un genre de petit chaos qui était relativement bien organisé. Enfin, ça se voyait que c'était organisé, mais nous, dans nos têtes, on est un peu perdu parce que c'est vraiment un autre niveau, quoi. On a l'habitude des petits championnats français. Là, on arrive, tout le monde parle anglais, il y a des protocoles, il y a des machins, il faut suivre, etc. Donc, on y va et on suit. Et donc, on est dans un état d'esprit un peu, il faut qu'on découvre, il faut qu'on apprenne, mais très vite parce que le championnat approche et qu'il faut qu'on arrive à se préparer psychologiquement pour être bien, quoi. Alors sur le championnat du monde, on part en équipe de France, donc il n'y a pas de club à proprement parler. La particularité de notre sport, c'est qu'on a des épreuves par équipe. Donc pour le coup, l'équipe de mon club a été sélectionnée sur une épreuve par équipe. Donc c'est vrai que par rapport aux autres membres de l'équipe de France qui sont partis parfois pour les combattants ou pour les personnes en technique individuelle, qui sont partis seuls entre guillemets sur les tapis, moi j'ai eu la chance de participer à ce championnat du monde avec mon équipe sur le tapis, parce qu'on était sélectionnés en équipe à 4. Et donc, raconte-moi comment se passe la compétition en elle-même, ce premier jour de compétition. Comment ça se passe quand vous arrivez sur ce tapis enfin, quoi?
Le premier souvenir que j'ai de ce championnat sur le tapis, c'est le premier jour d'entraînement. Et c'est vrai que quand tu arrives pour la première fois au championnat du monde, découvrir les athlètes des autres pays, déjà, il y a une étape psychologique à passer. À se dire, ok. Sauf que j'ai dans mon équipe quelques énergumènes qui, eux, ne se laissent pas impressionner. Ils se disent, écoutez, vas-y, c'est les entraînements. On y va, on se chauffe, on leur montre ce qu'on sait faire, etc. Et là, tout de suite, en fait, on se rend compte qu'on rentre dans la compétition avant même le premier passage. C'est l'aspect psychologique du sport, quoi. Exactement, l'aspect psychologique. Les gens sont là, ils s'entraînent, la compétition c'est demain, mais voilà, il faut déjà leur montrer qu'on est présent, qu'on est là. Que vous êtes les meilleurs, quoi. Que voilà, on est là pour la compète, quoi. Et donc du coup, premier état d'esprit, on rentre très vite dans le bain. Et ça, je pense que ça va aussi de pair avec le fait que mon équipe avait quand même déjà pas mal d'expérience en compétition nationale. Donc je pense qu'on arrive quand même à très vite choper le train de la compétition, à vouloir se montrer. On fait des adaptations parce que voilà, il y a des choses qui sont toujours imprévues, la dimension des tapis, le climat, machin qui est pas très bien ce jour-là. Donc et là très vite, en fait, on ne pense plus à tout ce qui se passe autour. La seule chose qu'on regarde, c'est le tapis, où on sera demain, comment ça va se passer, et on déroule en fait entre guillemets notre programme. Donc l'épreuve, ça s'appelle Dungeon Time Kong, et c'est une épreuve de ciseaux acrobatiques. Donc c'est une épreuve où chacun doit réaliser un certain nombre d'acrobaties. Voilà. Cette épreuve dure 4 minutes. C'est une des épreuves les plus longues qui existent sur ce genre de compétition. En fait, c'est des épreuves acrobatiques. Il faut absolument faire confiance à ses partenaires pour pouvoir le faire. Donc 4 minutes, c'est très long sur le tapis, donc on n'a pas le droit à l'erreur, et du coup la concentration doit tenir le coup pendant ces 4 minutes. Comment ça se passe? C'était assez particulier, parce qu'en fait, il se trouve qu'avant d'arriver au championnat, on a un de nos camarades, Ryan, s'il m'entend, voilà, il s'est cassé le nez avant la compétition. Gros coup dur, juste avant de partir à la compétition, c'est vraiment 2 semaines avant. Donc en fait, on a toute cette page de stress de se dire, est-ce qu'on fait le championnat, est-ce qu'on le fait pas, est-ce que machin, etc. Pour la faire rapide, on dit, de toute façon, en fait, on est pris, il faut qu'on y aille, on y va, on va décider sur place, et en cours de route, on voit si on trouve une solution. Ouais, puis toi, t'aurais eu le cœur brisé de pas partir, attends. Ouais, mais de toute façon, les billets étaient pris, autant qu'on y aille. Enfin, voilà, donc on y est allé. Et en fait, en soi, moi, j'avais d'autres épreuves aussi à participer. Donc, dans tous les cas, je ne partais pas pour rien. Mais c'est vrai que, par exemple, pour d'autres camarades, il y a certains de mes camarades n'avaient que cette épreuve-là. Donc, c'est vrai que, bon, les priver de cette expérience-là, ça aurait été dommage. Donc, on décide de partir. Sur cette première journée de préparation, effectivement, quand on regarde les gens se préparer, etc., il y a l'excitation qui monte, etc. Et là, en fait, avec camarades, on se regarde et on se dit, bon, faut qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare forfait, on y va. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, écoutez, on va le faire parce que maintenant qu'on est là, on a trop envie de le faire. L'excitation est là. C'est trop intense pour qu'on parte sans rien. La veille de notre passage, quasiment 2 jours avant, on change notre programme pour s'adapter au fait que notre partenaire est blessé. Ouais. Et en fait, on arrive à pondre quelque chose qui est peut-être pas aussi impressionnant que ce qu'on avait prévu au départ, mais qui est présentable, dont on est content, dont on est fier, etc. Et ça en 18 heures, quoi. C'est l'expérience aussi, hein. Ouais. Et en fait, là, je me rends compte que je suis avec des coéquipiers, mais pas que de simples coéquipiers. C'est-à-dire que là, grosso modo, on a changé tout un programme sur un championnat international, et tout le monde est prêt à en découdre, et tout le monde a réussi à s'adapter en un temps record. Et ça, c'est vraiment la force, je pense, des disciplines par équipe, c'est de pouvoir se faire confiance, de pouvoir s'adapter, et d'avoir ce côté, voilà, on y va ensemble, quoi. En fait, l'épreuve des ciseaux, les Dungeon Tan Kong, c'est des techniques acrobatiques qui visent à attraper le cou de son adversaire pour l'emmener au sol. Avec les jambes. Avec les jambes, voilà. C'est une technique qui est assez particulière. Et évidemment, quand on est blessé au niveau du nez, en plein milieu de la face, ce sont des techniques qui deviennent d'autant plus dangereuses. Donc, on succombe entre guillemets à l'excitation et on se dit, il faut qu'on trouve une solution. Et en fait, on a changé le programme, et certaines de ces techniques sont plus ou moins proches du visage. Et certaines de ces techniques sont plus ou moins safe, entre guillemets, puisqu'en fait, on va viser plutôt l'arrière on va pas passer dans le dos, on va pas passer par le nez, etc. Donc, en fait, on adapte le programme pour que ce camarade blessé, Ryan, soit le moins exposé au risque de reprendre un coup au niveau du visage. Je me rappelle qu'il y avait quand même une des techniques qu'on n'a pas pu changer. Et en fait, il a dû faire confiance à son partenaire à 100% pour que le partenaire puisse viser au bon endroit et ne pas toucher Parce qu'en gros, cette technique-là, il y avait une jambe qui passait sur le front, quoi. Et le nez était juste en dessous. Donc là, à ce moment-là, la confiance doit être inébranlable pour pouvoir le faire. Et on le fait. De sueur, là, à côté. Ah, mais il n'y en avait pas qu'une des gouttes de sueur. On a sué pendant 4 minutes. Et en fait, il y a beaucoup de ciseaux qui étaient relativement compliqués,
que lui faisait et que du coup il ne pouvait pas réaliser et qu'il a dû confier à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu comme quand on a un petit coup spécial. C'est toujours un peu difficile de le confier sa technique à quelqu'un d'autre parce que voilà. Mais il avait pas trop le choix. Il nous a fait confiance et on y allait avec ses désagréments. On présente quand même l'épreuve. On arrive à la terminer. Et c'est déjà un exploit en soi, puisque on est pour le coup sorti de notre zone de confort. On attrape même une médaille, puisqu'on arrive à la 3e place à ce moment-là. On arrive à monter sur le podium quand même à la 3e place. On est content de notre prestation parce qu'on va jusqu'au bout. On arrive à vivre cette expérience-là avec l'équipe au complet quand même. Et donc voilà, pour nous, c'était déjà une vraie fierté de pouvoir partir avec cette prestation terminée. Mais je pense que c'était, la 3e place dont j'ai été le plus fier de toute ma carrière, concrètement. Hein. C'est vraiment, voilà, on l'a célébré comme il se devait, etc. Parce que initialement, on se rappelait juste que 3 jours avant, on n'était même pas censé participer, quoi. Il n'y avait pas de programme du tout. Donc non, c'était une grosse fierté et qui a pas dénoté par la suite parce qu'on a profité de la compétition. Moi, j'ai participé à d'autres épreuves après. J'ai réussi à choper une autre médaille dans une autre épreuve en individuel. Mais limite, tu vois, celle-là, j'en parle même pas parce que c'est tellement passé que tout s'est passé tellement vite, de façon aussi intense, etc., que vraiment le moment marquant de ce championnat pour moi, ça a été de monter sur ce podium-là, avec cette équipe-là, malgré les difficultés, malgré les galères, et ça donne toute sa saveur à cette médaille. Et qu'est-ce que ça change pour toi pour la suite, justement, de participer à tes premiers championnats du monde, de monter sur le podium avec cette équipe-là? On en veut plus. On en veut plus, on a envie de le refaire, on a envie d'y retourner dans de meilleures conditions, on veut leur montrer qu'on peut faire encore mieux, que voilà, on a encore sous le pied et on a envie. Et du coup, on ramène cette expérience-là dans notre club, à Roissy-en-Brie et on raconte nos histoires à nos élèves, à nos autres camarades qui ont pas pu venir avec nous. Et je pense qu'à ce moment-là, ça éveille aussi d'autres vocations. D'autres gens nous voient et disent mais je veux faire pareil. Et là, on voit la flamme s'allumer dans leur regard. On partage avec eux l'expérience, l'envie, etc. Et je pense que ça donne un coup de boost global à cette équipe que j'essaie de reprendre depuis du coup pas très longtemps. Moi, ça a vraiment changé ma vision des choses dans le sens où je me dis que j'ai 25 ans, j'étais censé avoir arrêté la compétition, je faisais ça un peu plus pour l'équipe, pour montrer l'exemple. Et finalement, j'ai envie d'y retourner, quoi. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie de retrouver vivre cette expérience-là avec mes camarades et d'aller encore plus loin. Et qu'est-ce que tu te dis sur justement, t'es en fin d'études, il te reste encore des choses à gérer de ce côté-là, et en même temps, après cette expérience-là, t'as pas envie de lâcher, quoi. Donc, comment tu réfléchis à cet équilibre nouveau à trouver entre les deux pans de ta vie, quoi? Pour être tout à fait honnête, je pense qu'au début, j'y réfléchis pas trop, justement. Et c'est tout là le problème, parce que je m'engage dans beaucoup de choses, je m'investis, et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas gérable. Il faut trouver un moyen. Après, on dit souvent l'adage, quand on veut, on peut. Les gens me disent tous, mais Maxime, t'es un grand malade, tu fais des études, tu dois passer ton diplôme, t'as une thèse à rédiger, tu te balades sur les championnats du monde, tu t'entraînes au club, tu récupères le truc, tu t'occupes de 15 000 trucs en même temps. C'est vraiment quelque chose que j'entends tous les jours. Et pourtant, je pense que je suis dans un état d'esprit un peu particulier parce que pour moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est naturel. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que visiblement je fais à peu près bien. Ouais, tu te forces pas, quoi. Et je me force pas, en fait. Et du coup, je pense que quand on aime ce qu'on fait, on fait tous les efforts du monde, mais c'est même pas un effort, ça devient naturel, ça devient une habitude. Voilà. Alors après, derrière, il y a de la réflexion quand même sur comment j'aménage mon temps. J'étais en études sur Paris, je suis revenu habiter chez mes parents pendant un temps pour me rapprocher un peu du club, en attendant de pouvoir un peu stabiliser tout ça. Tout le monde me dit, Maxime, mais t'es un grand malade. Il y a un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Bah, moi, mon choix, ça a été de faire les deux et de trouver un équilibre. Et je trouve finalement cet équilibre-là en me rapprochant un petit peu plus du club, en choisissant un lieu de travail qui me permettait de pouvoir faire quelques allers-retours à gauche, à droite. Et j'ai jamais regretté ce choix, même si forcément, on loupe quelques opportunités à gauche, à droite quand on décide de faire des concessions pour son sport et sa passion. Et aujourd'hui, par exemple, parce que là, la compétition dont tu nous as parlé, c'était en 2019, donc ça commence à remonter un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, toi, tu as quel rôle dans le club? Est-ce que tu continues toujours la compétition en tant que pratiquant ou tu es passé totalement de l'autre côté, tu es devenu maître de ta discipline et tu entraînes seulement? Je mets des guillemets parce que je crois que tu es président aussi du club. Alors, je suis l'équivalent d'un directeur technique dans mon club, ouais, voilà. Entre guillemets. Donc, c'est effectivement moi qui gère le programme pédagogique et la partie sportive dans l'équipe aujourd'hui. Après ce championnat en 2019, je prends un peu plus à bras le corps mon rôle de justement d'entraîneur principal entre guillemets dans mon club. On commence à s'organiser un peu plus, on commence à réfléchir un peu plus à comment on va stabiliser un petit peu les choses par rapport aux adhérents, parce qu'en fait, sinon on a pu partir en compétition
compétition, c'est aussi parce qu'on a un club qui se porte bien avec des gens qui sont investis, qui nous aident à nous organiser pour partir, qui nous aident à participer au championnat, etc. Je me dis toujours un peu bon, il y a un moment donné, il va falloir que je recule un peu sur la compétition pour laisser place un petit peu à la jeunesse. Mais je sais pas, j'ai encore ce côté voilà, j'ai envie de faire, j'ai envie de kiffer, etc. Donc pendant un petit temps, j'ai continué à participer aux compétitions, mais cette fois-ci avec mes élèves, avec mon équipe. Si bien que j'ai participé à d'autres championnats d'Europe après, d'autres championnats internationaux. Je fais un championnat du monde aussi en 2023. Et au fur et à mesure de ça, je développe aussi mon rôle au sein du club, et même un peu plus loin, puisque je commence à aider, entre guillemets, la fédération dans l'organisation de l'équipe de France, parce que je commence à avoir un peu d'expérience, que je connais pas mal de monde, etc. Donc je suis aussi appelé à gérer un peu plus de choses de ce côté-là. Aujourd'hui, concrètement, je sens bien que je suis un peu en fin de carrière sportive, entre guillemets. Ok. J'ai 31 ans. Je m'occupe d'autant plus de mon club. C'est comme tout, il y a une forme de passation qui se fait où, voilà, moi, je vais laisser la main aux plus jeunes. Je veux les emmener, je veux les guider vers des compétitions pour partager mon expérience et leur permettre d'avoir l'opportunité de vivre ce que moi j'ai vécu. Je dirais pas que je suis accompli. Je suis quand même relativement satisfait de ce que j'ai fait jusque-là et que je suis maintenant presque tout aussi satisfait de voir en fait les jeunes, les personnes que j'ai formées partir eux aussi en compétition, même si moi je pris un peu plus de recul effectivement sur le tapis. Tu dis que tu es en fin de carrière parce que c'est un sport qui est exigeant physiquement, avec les moments au sol, les moments de vol aussi, avec les ciseaux, etc. Et que du coup, à un moment donné, le corps te dit bon là, t'as été bien, j'ai été sympa avec toi pendant quelques années, mais tu vas ralentir, ou parce que le plaisir a un peu diminué. Alors ni l'un ni l'autre. Je pense Ok. que le plaisir était toujours présent. Physiquement parlant, je me sens encore apte à faire des choses. Alors peut-être moins de façon performante qu'il y a 4-5 ans, mais je pense que je pourrais toujours être compétitif. Je pense que ce qui a changé mon point de vue là-dessus, c'est plus le fait d'avoir avancé vers le côté plus développement du club, développement de l'art martial. Une discipline qui est pas connue. Et en fait, c'est un sport qui, si on veut le développer, il faut former des arbitres, il faut former des gens pour organiser les compétitions, ce genre de choses-là. Et donc, je pense qu'en fait, c'est juste que j'ai changé de rôle, entre guillemets, dans cette discipline. J'étais compétiteur et mon travail, c'était de donner de la visibilité à ma discipline. Aujourd'hui, j'aide un peu plus à organiser un petit peu les choses. J'aide à organiser les compétitions, voilà. Et je pense qu'en fait, je suis devenu plus utile dans ce rôle-là Hmm. qu'en tant que compétiteur, puisque maintenant, voilà, il y a des compétiteurs qui sont plus jeunes, qui peuvent être tout aussi compétents, tout aussi performants, etc. Alors que moi, je pense que j'ai envie de participer plus au développement de la discipline et d'aller un peu plus loin de ce côté-là. Donc c'est plus, Ok. on va dire un choix presque de philosophie, c'est-à-dire qu'en fait, j'estime que j'ai plus rien à prouver entre guillemets sur la compétition, dans le sens où je pense que j'ai montré tout ce que je pouvais faire, etc. Et que maintenant, il faut laisser la place aux jeunes et plutôt travailler à construire un environnement qui leur permettra de se développer eux. Alors, la frustration, elle a plein de facettes. Cette 4e place sur la première compétition a rendu ce mot frustration assez positif pour moi. C'était assez particulier. Mais voilà, je pense que pour moi, la frustration, c'est vraiment un élément moteur. Toutes les frustrations que j'ai connues, toutes ces places que j'ai manquées, ces désagréments que j'ai connus en compétition m'ont servi de moteur derrière pour pouvoir rebondir. Donc je pense que c'est vraiment une source d'enseignement. Et là, je pense que la frustration que je voudrais donner aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai fait ce choix de plus participer aux compétitions Hmm. petit à petit et de me dire, waouh, c'est quand même quelque chose qui va me manquer. Comme j'ai ce rôle un peu d'organisateur, etc., je suis quand même très proche de la Bah ouais, mais compétition, je t'es suis sur très le proche de banc, quoi. l'organisation, mais je suis sur le banc, je vois les autres évoluer, etc. Et j'ai cette frustration de me dire, ouais, mais en fait, j'aimerais tellement participer avec eux. Hmm. J'aimerais tellement leur montrer que je suis encore là, que je sais encore faire des choses. Donc voilà, mais encore une fois, j'essaie de trouver ce truc-là de façon positive parce que en fait, cette frustration, elle a un sens dans le sens où si je fais ça, c'est pour une bonne raison. La peur, là, je pense tout de suite à une façon de voir la peur de la blessure. Je pense que ça atteint tous les sportifs et c'est vraiment quelque chose qui peut vachement impacter négativement la carrière sportive de quelqu'un. J'ai eu la chance, je touche du bois, hein, de pas avoir eu trop de blessures importantes avant des grandes échéances, etc. Il y a toujours ce côté, je me dis si là tout de suite je me blesse, en fait, bah je pars pas au championnat du monde, quoi. Ou si là tout de suite je me blesse, bah en fait je plante toute mon équipe parce que eux ils se sont préparés et que si je me blesse parce que j'ai fait une bêtise, voilà. Donc ça c'est la vraie peur pour un compétiteur.
C'est de préparer une échéance et de se dire, pour une blessure ou pour autre chose, je ne pourrais pas participer au dernier moment et je vais mettre tout le monde dans la panade. Et en même temps, si on veut essayer de voir ça d'un côté plus positif, cette peur, j'ai appris à la surmonter dans le sens où, en fait, la plupart des blessures, la plupart des désagréments, etc., en fait, on peut allez, dans 90% des cas, les éviter avec une bonne préparation, avec un bon mindset, avec un bon accompagnement, etc. Et je pense que cette peur, elle est nécessaire pour avoir une préparation qui soit raisonnable, qui soit réfléchie, qui soit bien planifiée, elle nous ramène toujours un peu sur terre, de se dire que voilà, on fait pas mal de choses assez impressionnantes, on fait des choses qui sont acrobatiques, etc. Mais il y a toujours cette peur qui me dit, oh là, attends, est-ce que tu es sûr de le faire de la bonne manière là? Et du coup, bah, ça nous force à trouver des moyens, à nous rassurer, à travailler pour faire ça dans de bonnes conditions. On va dire que c'était quand même une peur relativement positive, puisque ça m'a appris à me préparer correctement pour mes échéances. Ouais, parce qu'aussi, en même temps, si t'as trop la peur de la blessure, t'es quand même obligé de continuer de vivre, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il y a l'échéance au bout que il faut que tu t'enfermes chez toi. Enfin, tu pourrais très bien te couper avec un verre, quoi. Ouais, absolument. Il y a ce côté un peu résilience et le fait d'accepter ce qui peut arriver, ce qui arrive et ce qui peut arriver. Et c'est un vrai enseignement. C'est vraiment, la peur existe. Il faut apprendre à faire avec. Et elle existe sous plein de formes, mais voilà, il faut faire avec et continuer d'avancer, d'autant plus dans ce genre de pratique. Ton sport, tu l'as dit, c'est un sport amateur. Et entre le moment où tu as commencé, quand tu avais 6-7 ans, là, que tu as découvert ce sport au forum des associations de ta ville, et maintenant que tu gères le club, etc., est-ce que tu as l'impression quand même qu'il a évolué dans le nombre de personnes qui pratiquent, sur sa place dans les arts martiaux de manière générale en France, ou c'est toujours un petit peu un sport un peu intimiste, quoi? C'est quand même un sport qui reste un sport de niche, parce qu'il est pas très connu, et que, à l'inverse des sports comme le judo, le karaté ou le taekwondo qui ont un peu bénéficié de la popularité des films d'action des années 80 et 90, voire même avant, comme ce sport est arrivé à relativement tard sur la scène des arts martiaux, il n'a pas bénéficié entre guillemets de cet élan de popularité pour les arts martiaux. Et donc ça reste quand même un sport relativement de niche. Ce qui change en fait entre mes 6 ans et aujourd'hui, c'est un peu la structuration. C'est comme pour tous les sports qui se développent, essayer de se structurer avec des fédérations, avec des institutions qui essaient de les accompagner, etc. Le fait est que c'est toujours plus difficile de s'organiser quand on a peu d'adhérents. Donc pour le moment, on reste quand même sur une discipline qui a peu d'adhérents en France. Par contre, qui essaie de se développer quand je regarde ce qui se passe en Asie ou en Algérie, par exemple, etc. Il y a des pays qui ont fait confiance à ces fédérations-là pour développer le sport d'un point de vue compétitif, etc. et qui se développent au niveau international. Malheureusement, en France, entre guillemets, ou heureusement, je sais pas, il y a beaucoup d'autres disciplines martiales qui sont déjà bien développées, notamment le judo, les taekwondo qui sont aux Jeux Olympiques par exemple, etc. Donc c'est très difficile pour une discipline comme la nôtre, très peu connue, de pouvoir se faire une place sur la scène médiatique par exemple. C'est quelque chose qui est frustrant ou finalement on apprend à jongler avec et c'est d'autres défis? C'est assez ambigu parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a cette frustration parce que moi je pratique ce sport, je l'aime profondément et je me dis mais putain mais j'aimerais trop qu'il soit plus connu quoi. Regardez, c'est vraiment incroyable comme sport. Voilà, j'ai envie de vous le montrer quoi. Et en même temps, il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, c'est mon identité un peu spéciale. C'est voilà, je fais un sport que personne connaît, je fais un truc un peu original, etc. Donc, d'un point de vue personnel, c'est pas trop une frustration. Ça va. Parce que je trouve que c'est mon truc à moi, que je le vis bien, qu'on est peu à le connaître. C'est un peu un truc intimiste, comme tu disais. Dans ce sport-là, donc dans les vidéos que les auditeurs et auditrices pourront découvrir sur Insta, on voit que, du coup, comme tu disais, il y a quand même des prises au niveau du cou, quand il y a les ciseaux, il y a les moments au sol, etc. On a parlé de la peur tout à l'heure. T'as jamais eu peur, voilà, de ces coups que tu peux te prendre parce que la distance était mal calculée. Enfin, tu vois, au-delà de la blessure, la peur de, en fait, là, il y a un pied qui va m'arriver dessus et c'est normal, quoi. C'est assez étonnant parce qu'en fait, les arts martiaux nous enseignent aussi de façon progressive. C'est aussi la force de cette discipline-là, c'est qu'en fait, un art martial par rapport à d'autres sports, voilà, il y a un programme pédagogique, etc. Bon, qu'on retrouve dans plein d'autres sports, mais pour le coup, les arts martiaux, il y a vraiment ce côté
pédagogique de voilà, je commence par la technique de base, j'apprends ensuite à les rendre plus performantes, à les maîtriser, etc. Puis après, je vais inclure toutes les parties un peu acrobatiques, un peu impressionnantes, etc. Donc en fait, je pense que cette peur n'a jamais vraiment été un problème pour moi parce que comme j'ai commencé petit à petit, étape par étape, petit à petit, toutes les prises de risques ont toujours été mesurées petit à petit et inculquées. Et c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas du tout ce qu'on fait quand il nous voit aujourd'hui, il se dit mais attendez, mais vous êtes des grands malades, vous vous attrapez à la tête, vous vous faites tomber de 2 mètres de haut, de machin, de trucs. Alors que c'est vrai que nous, ça a toujours été assez naturel, puisqu'en fait, on a commencé en s'attrapant d'abord en bas au pied, puis en fait, on y allait doucement. Et en fait, petit à petit, dans le programme, on apprend à monter un peu plus au niveau de la taille, de machin, avant de finir par attraper au niveau de la tête. Donc effectivement, si, il y a toujours cette peur un petit peu de la blessure, de dire je vais faire mal les choses et je vais me blesser, etc. Mais quand on a eu une discipline qui est rigoureuse, quand on a suivi les choses, etc., finalement, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez atteignables quand on a la bonne pédagogie et la bonne discipline. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être passé de l'autre côté et d'entraîner parce que c'est aussi une autre manière de vivre le sport, quoi. J'aime beaucoup parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose. J'ai l'impression de redécouvrir mon sport. J'ai l'impression de redécouvrir la discipline et d'apprendre autre chose. Et je pense que c'est le cas dans plein de disciplines, mais c'est d'autant plus le cas dans les arts martiaux. Je pense que quelqu'un qu'on appelle maître, c'est quelqu'un qui maîtrise et qu'à mon avis, on ne peut maîtriser quelque chose ou qu'on ne peut maîtriser une technique que si on l'a découvert, pratiqué, maîtrisé et pour moi enseigné après derrière. Parce que le fait de l'enseigner à quelqu'un de façon correcte, ça va en fait faire appel à plein de compétences pédagogiques, une analyse. Il y a une certaine philosophie aussi dans les arts martiaux qu'on va enseigner. Et je pense que c'est indispensable pour vraiment, entre guillemets, toucher du doigt toute la richesse d'un art martial que d'enseigner derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je travaille à former des personnes qui vont être plus ou moins gradées et les emmener avec moi pour qu'ils puissent donner des cours, pour qu'ils puissent apprendre à expliquer ce qu'ils font, pouvoir exprimer leur passion différemment. Parce que pour moi, c'est vraiment une autre facette de cette discipline-là, le côté enseignement. Toi, aujourd'hui, on t'appelle maître? J'aime pas qu'on m'appelle maître. J'aime pas qu'on m'appelle maître parce que j'ai toujours trouvé ça un peu pompeux. Moi, j'ai toujours eu un maître qui m'a toujours dit, tu sais, une ceinture, c'est fait pour tenir ton Wofuk, donc c'est notre tenue d'artiste martial. Une ceinture, c'est juste fait pour tenir la tenue. Après, le mot maître, il vient avec le respect, avec la discipline, avec l'accomplissement. Mais voilà, moi, je me considère pas maître parce que je pense que j'ai encore des choses à proposer, j'ai encore des choses à apporter à la discipline, etc. Et je suis encore loin du compte quand je vois ce que mes prédécesseurs ont fait. C'est Maxime alors. C'est Maxime. Voilà. Il y a quelques temps, j'ai pas l'année, mais tu vas me dire, tu as reçu le trophée de meilleur athlète lors des championnats d'Europe. Comment on définit qui est le meilleur athlète? Enfin, et surtout au championnat d'Europe, ça veut dire que parmi toutes les personnes qui pratiquent en Europe, t'es le meilleur. Notre discipline est très riche, très vaste, et en fait, on peut participer à plusieurs catégories des mêmes disciplines. Je prends l'exemple un peu de la gymnastique, il y a différents agrès, etc. Sur cette compétition-là, jeu du hasard aussi, je participais à ce championnat-là. Je participais à plusieurs épreuves. Au départ, 4 épreuves. C'est des épreuves sur lesquelles j'ai été sélectionné parce que j'ai fait des résultats en championnat de France, etc. Avant le championnat, un des coéquipiers sur les épreuves par équipe, pour des raisons professionnelles, veut participer au championnat, mais voilà, quelques temps avant. Donc on m'a demandé de pouvoir le remplacer. Et donc du coup, j'ai intégré 2 autres épreuves dans mon programme. Donc ça fait en tout 6 épreuves auxquelles j'ai dû participer pour le championnat. Donc gros championnat pour moi. Et il se trouve que je fais de bons résultats. Et je gagne plusieurs médailles d'or. Et en fait, le titre de meilleur athlète sur ce genre de compétition-là est attribué à la personne qui remporte le plus de médailles. Ok, donc vu que tu as été plusieurs fois champion d'Europe, et j'ai été champion d'Europe sur, je crois, 4 épreuves, 4 ou 5 épreuves. Ouais. Sur 6, c'est un voilà, sur 6 épreuves. Et donc, du coup, je me suis vu décerner ce trophée parce que j'ai remporté toutes ces épreuves techniques. Ok, merci pour l'explication. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment donné, parce que tu vois, tu dis que parfois t'as pris un peu de recul parce que les études, etc. Mais est-ce que à un moment dans toute ta carrière, t'as voulu tout arrêter? Ouais, il y a toujours ce genre de moment qui arrive quand on est dans des phases compliquées. D'autant plus parce que c'est un sport amateur de niche et des fois on se dit mais en fait, comme dans toutes les disciplines, des fois il y a des galères, il y a des problèmes avec un tel, il y a des embrouilles, il y a des machins, etc. Enfin voilà. Et des fois on se dit mais ça me prend la tête. Et en fait, je vis pas avec ça. Je fais ça pour le plaisir. Alors là, je suis dans une période où j'ai que des galères qui s'enchaînent. Est-ce que ça vaut le coup? On se pose la question de se dire mais en fait si j'arrêtais ça serait tellement plus simple en fait, j'aurais tellement plus de temps libre, j'aurais tellement plus de temps pour faire autre chose, je pourrais voyager, je pourrais machin, j'aurais plus d'engagement, enfin voilà.
Donc forcément, ça traverse un peu l'esprit. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je pense que comme toute personne humaine, on y pense des fois. Mais ce qui me fait revenir à chaque fois, c'est que par habitude et par discipline, je retourne au gymnase, je retourne voir mes camarades et je repasse de bons moments avec eux. Je vois toujours la flamme dans leurs yeux et ça aide à se dire, ok, en fait, non, je peux pas partir. Parce que ce que je fais là, ça a du sens. Je les entraîne, je leur permets de se réunir, je leur permets d'apprendre des choses, de se découvrir, de se développer. Moi, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui de voir des ados, des enfants, des camarades se développer, participer aux compétitions, progresser, et qu'après ils viennent te voir en disant ouais, merci Maxime de nous permettre de faire ça, quoi. Merci Maxime de nous avoir emmenés en compétition. Grâce à toi, j'ai pu faire ça. Grâce à toi, j'ai rencontré des gens géniaux, etc. Et là, je me dis ok, là ouais, ok, je sais pourquoi je fais ça en fait. Donc non, c'est vraiment inestimable pour moi. On arrive sur les 2 dernières questions du podcast, celles que je pose à tous mes invités. Si tu pouvais changer de vie le temps d'une journée avec un athlète de haut niveau, quelle que soit sa pratique, son sport, tu choisirais qui et pourquoi? Franchement, sans hésiter, aujourd'hui, Teddy Riner. Le mec est quand même sur le toit du monde dans sa discipline, ce qui est quand même pas rien. Et en plus, il a l'air tellement sympa. Ouais. Il a l'air d'être une personnalité dans laquelle j'ai envie de m'identifier. Le mec est un monstre sur le tapis, il est respecté, et en même temps, il représente la France. Je sais pas, on le sent quand on le voit pratiquer, quand on le voit dans les interviews, dans les machins. Il y a ce côté humilité quand même qui est présente, et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup chez les athlètes de haut niveau. C'est de se dire, ok, on fait ça par passion, etc. Il y a la discipline, il y a le travail, il y a machin, mais on n'oublie pas que c'est un sport et qu'il faut tous qu'on en profite de façon positive, quoi. Et enfin, dernière question, à quel athlète est-ce que tu souhaiterais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Il y en a un qui m'a assez marqué aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques, c'est Ngapet, qui fait du volley. Alors le volley est un sport que je trouve génial, de par son côté construction de jeu en équipe, tout le monde doit être synchronisé, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les épreuves en équipe que moi je pratique. C'est-à-dire que quand on fait ce que je fais avec des acrobaties, des ciseaux, des techniques, des projections, etc., tout doit être millimétré et tout doit être très bien timé, etc. Et ce sont que des prises de décision qui sont faites dans la seconde. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans le volley. Et en fait, Ngapet est une personnalité qui pour moi m'intrigue. Il est très débordant d'énergie, il est très motivant, etc., très stimulant. Alors après, je pense que c'est des personnalités qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Et en même temps, il dégage une énergie, parce que dans un sport d'équipe comme ça, avoir cette faculté de pouvoir emmener son équipe, etc., je trouve que c'est quelque chose qui est assez inspirant. Et donc je pense que j'aimerais bien connaître un peu le fond de sa personnalité, lui poser des questions et voir ce qu'il a à dire sur sa pratique sportive à lui. Bah moi j'aimerais bien aussi. Donc je te remercie pour cette très bonne idée. Voilà, merci. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton sport et tout ce que ça englobe en termes d'état d'esprit, d'art martial et de ta pratique en fait tout simplement. Merci beaucoup pour cette invitation, c'était un vrai plaisir. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!